Bienvenue à tous. Donc, je me présente, je suis Olivier Vigneault. Donc, je travaille à l'hôpital américain et donc je vais modérer cette session. Donc, on va essayer de demander aux orateurs, je fais un peu le policier, mais de tenir leur temps. Et puis peut-être que voilà, si vous voulez poser une ou deux questions en fin de, après chaque présentation, n'hésitez surtout pas. L'idée, c'est voilà, que tout le monde puisse s'exprimer avec, comme vous l'avez dit, Monsieur Boyer, une session qui doit être très clinique. Donc on a des intervenants qui vont nous parler beaucoup d'ostéo-articulaire et de neuro en particulier, et avec une vision très clinique et très pratique quotidienne, pas forcément que les dernières séquences de recherche, mais vraiment qu'est-ce que peuvent apporter les nouvelles séquences que propose donc GE dans l'activité quotidienne. Et donc pour commencer, on va écouter Henri Guérini, qui est une figure de l'imagerie ostéo-articulaire et qui a une grosse expérience et qui va nous parler un peu de l'intérêt des nouvelles séquences en IRM dans son activité quotidienne. Merci Henri de tenir ton temps. Merci Olivier, merci de l'invitation, merci à General Electric. Donc écoutez, je vais vraiment essayer de parler de l'intérêt pratique des innovations IRM en pathologie ostéo-articulaire. Il y a vraiment énormément de séquences disponibles, notamment concernant le cartilage, mais les applications cliniques sont vraiment complètement nulles. Vraiment nulles parce qu'il n'y a pas d'application thérapeutique derrière. Et donc il y a un certain nombre d'innovations par contre où la pratique courante a complètement changé. Et je voudrais donc vous parler de ces quelques séquences. J'ai choisi quatre en fait, séquences qui ont vraiment changé la pratique en ostéo-articulaire. Les premières, ce sont les séquences anti-mouvement, les séquences 3D, et là, il y a une vraie spécificité General Electric, comme l'a dit M. Boyer, j'ai beaucoup travaillé sur de nombreuses machines, et là, la découverte de ces séquences a changé vraiment la donne. Et puis, il y a les séquences Dixon, j'en ai beaucoup parlé déjà par le passé, et les séquences anti-artefacts métalliques, c'est essentiellement sur les prothèses, avec énormément de prothèses posées en France, notamment les prothèses de hanche, et les complications sur ces prothèses bénéficient souvent de radio, de scanners, ou d'échographie, mais maintenant vous allez voir qu'elles peuvent bénéficier d'IRM. Alors d'abord, les séquences anti-mouvement sont les séquences qui initialement étaient utilisées pour les articulations soumises à des mouvements respiratoires ou pour des patients qui étaient douloureux, donc qui bougeaient, et on avait, vous voyez, des séquences qui permettaient, vous avez un exemple ici à gauche, de voir ce qui se passait dans une articulation. Ici, c'est une séquence donc avec anti-mouvement, et ça, c'est une séquence normale. Vous voyez qu'on avait vraiment des informations qu'on ne pouvait pas analyser. C'est des patients que j'ai fait récemment. Vous voyez, d'emblée sur le T1, vous voyez qu'il y a du mouvement, et les séquences anti-mouvement vous permettent d'interpréter quand même et de voir qu'il y a une rupture transfixiante des tendons, voire même de voir une lésion du cartilage. Vous imaginez avec ce degré de mouvement à quel point ces séquences sont utiles. Donc on disait que c'était des séquences un peu de sauvetage qui étaient réalisées de manière, je dirais, complémentaires. On a des exemples ici, c'est des pièges très classiques. Vous voyez, sur des genoux, vous avez des patients qui bougent un peu, vous avez des fausses lésions méniscales qui sont créées par ces mouvements. Alors on répétait une séquence anti-mouvement parce qu'elle n'était pas bien au point, et que, bon, on arrivait quand même du coup à créer des séquences qui étaient correctes. Mais ça a complètement changé, ces séquences sont accélérées, sont devenues vraiment extrêmement intéressantes. On a découvert que non seulement elles empêchaient le mouvement, mais en même temps, grâce à ce système, vous savez, de remplissage de l'espace K par système radiaire, eh bien, on a gagné vraiment du signal. On pouvait à volonté augmenter un petit peu le signal des images. Et donc, on avait en plus des images de qualité, de rapport signal sur bruit nettement meilleur. Alors, finalement, on s'est aperçu que quand on regardait la pratique quotidienne en dehors de ces séquences qui étaient de mauvaise qualité, on avait systématiquement des petits mouvements involontaires du patient. On refaisait les séquences. Des fois, on sortait le patient, le manip sortait le patient, on est en train de voir le patient d'avant, et puis on dit mais l'examen est complètement bougé, il faut le refaire. Et dans une vacation, les choses n'étaient pas si faciles, et on a trouvé de plus en plus d'intérêt à ces séquences. Le fait de geler comme ça l'image, en plus, permettait, en plus d'éviter les mouvements, une bien meilleure visualisation des interfaces, notamment sur le cartilage, et avec un signal qui devenait vraiment meilleur que parfois sur les séquences natives. Et donc maintenant on utilise ces séquences de manière courante pour pratiquement toutes les articulations. Et je dis bien toutes les articulations. Donc cette séquence a changé complètement la pratique. Je l'utilise par exemple sur les épaules. Ça, on sait que ça bouge très souvent. Maintenant, de manière complètement
habituel, on réalise donc ces 3 plans propellaires et le T1, évidemment, toujours un T1 sur l'ostéo-articulaire. Vous voyez les qualités de ces séquences maintenant, le signal qui est vraiment parfait. Donc ça vous évite tous ces problèmes de recommencer les examens. Là, j'ai un exemple intéressant sur un poignet que j'ai fait la semaine dernière. Le patient, vous le verrez, avait une synovite très importante sur une polyarthrite découverte récente. Voilà, mes manipulateurs ont commencé par des séquences classiques, vous voyez que tout est bougé, et immédiatement après, je leur ai fait donc refaire cette séquence propellaire. D'habitude, ce n'était pas mes protocoles. Les protocoles, normalement, sont tout en propellaire. Vous voyez la différence entre ces séquences. Non seulement il y a moins de signal, on le voit très bien, mais en plus, c'est complètement bougé, alors qu'en propellaire, vous n'avez aucun problème de ce type. Donc, toutes nos séquences sont en propellaire. C'est pareil pour le genou. Alors, genou, vous voyez que j'utilise beaucoup les séquences 3D pour le genou, mais dès que c'est un genou un peu arthrosique, c'est dégénératif, en gros, j'ai donné comme consigne après 50 ans, à l'absence de traumatisme sur un ligament croisé. Donc, après 50 ans, les 3 plans sont faits en DP propellaire, et bien sûr avec un sagittal T1. Et vous voyez la qualité de ces images qui permettent systématiquement d'avoir un cartilage gelé comme ceci, parfaitement visible, avec une interface qui n'est jamais floue, jamais un peu bougée, et vous n'avez pas non plus d'erreur de mouvement sur les ménisques et donc de fausses lésions méniscales. Idem pour les chevilles, avec l'apparition d'une séquence alors aussi assez quand même GI, c'est le STIR propellaire. Vous savez que généralement le propellaire est disponible en densité de protons en T2, pas en T1, en tout cas jusqu'à maintenant, on va peut-être en discuter après, mais en STIR, on fait rarement du STIR propellaire. Or, le STIR sur la cheville a un avantage absolument majeur, c'est qu'il évite les artefacts de saturation de la graisse. Et vous voyez que maintenant, avec donc ces séquences STIR et en plus anti-mouvement, vous avez une parfaite visualisation du cartilage tout en n'ayant aucun mouvement et l'homogénéité du signal du STIR qui est très important. Un exemple typique que j'ai eu il y a quelques semaines, vous voyez, c'était une recherche d'œdème dans le cadre d'une éventuelle spondylarthrite. En fait, c'était quelque chose de plutôt mécanique. Et vous voyez que sur le T2 FETSAT, on aurait pu très bien penser que tout ça, c'était de l'œdème. Et vous faites un STIR propellaire, l'homogénéité de la saturation de la graisse est parfaite, et vous apercevez que la zone d'œdème est finalement extrêmement limitée. Et ça, c'est vraiment un avantage au STIR propellaire. Alors, ce STIR propellaire, on va pouvoir l'utiliser également, et de manière très utile, dans le rachis. Avec le rachis, il y a un gros problème de saturation de la graisse souvent. Il y a aussi des problèmes de mouvement, de battement en fait des vaisseaux devant. On est obligé de mettre des bandes de pressat. C'est pas tout à fait idéal. Et la séquence de référence dans le rachis, c'est le STIR quand même pour tout ce qui est œdème, en tout cas en ostéo-articulaire. C'est le STIR. Or, donc on est toujours embêté par ces artefacts. Le STIR, c'est long. Et on a donc maintenant, en modifiant finalement, mais je crois que ça va changer aussi le flair, parce que le propellaire était disponible en flair, et le flair finalement, en le modifiant, on arrive à obtenir du STIR, et donc on a maintenant un STIR qui permet de s'affranchir des artefacts parfois de battement qui sont gênants sur la moelle. On ne met plus de bande de pressat, les contours sont toujours nets, notamment sur la partie antérieure du rachis où vous avez les lésions de spondylarthrite, des coins antérieurs de vertèbres que vous voyez des fois mal parce qu'il y a des battements au contact. Et vous verrez, la saturation est toujours homogène. Voilà des exemples, j'ai fait ça aussi il y a 2 jours. Donc des exemples ici de rachis. Ce patient était très douloureux. Vous voyez qu'il bougeait énormément sur l'axial T2. On analysait, mais c'était difficile. Et le T2 FATSA qui a été fait par erreur au niveau du rachis cervical montrait difficilement ces zones. On ne voit pas le contraste, on a du mal, il y a peut-être quelque chose. On n'arrive pas à avoir vraiment de contraste parce qu'il y a peu de signal et des mouvements qu'on ne voit pas directement sur le sagittal, mais qui sont vraiment présents, vous les voyez ici. Et quand vous faites un STIR propellaire, vous voyez qu'on ne met pas de bande pressate déjà, plus de problème de déglutition, et vous regardez le contraste qu'on a entre le LCR et la moelle, et entre les structures osseuses et la moelle. Vous voyez que cette séquence est vraiment extrêmement utile, et maintenant je n'emploie pratiquement plus que ça, c'est le même patient. Regardez là, on n'a pas vraiment de contraste, et là on a un contraste très marqué. Et en plus, c'est du STIR, donc, et en plus, une absence de mouvement, de battement qui gêne. Regardez ici ces artefacts de battement que vous avez toujours sur ce contrôle, ça c'était du T2 FATSAT, et vous avez vraiment pas mal d'artefacts, et quand vous faites du STIR propellaire, tout est gelé, tout est parfaitement visible, on a une netteté vraiment très importante, on n'a plus de problème de ce type, et donc utilisez cela. On l'utilise dans le rachis également, donc en sagittal, mais on l'utilise également en coronal. Vous savez qu'on fait beaucoup les séquences, ce qu'on appelle les 2-16 magnétiques, qui permettent, comme le cliché radiologique de 2-16, de voir dans le même temps le rachis, mais également ce qui se passe dans les hanches. Il y a beaucoup de pathologies intriquées donc en ostéo-articulaire. Et donc ces séquences sont très rapides, elles doivent durer moins de 2 minutes, en pratique 1 minute 30. Et c'est vrai qu'elles sont souvent dégradées. Alors là, elles étaient de bonne qualité. C'était un patient qui avait eu cette séquence sur une autre machine.
et plusieurs années avant. Et vous voyez qu'elle était de bonne qualité quand même, mais il y avait des artefacts, un petit peu de battements un peu partout. Et avec le stirpropeller, tous ces artefacts que vous avez également au niveau du rein disparaissent et vous avez également cette netteté dans ces séquences coronales stir qui étaient gênées par tout ce qui est digestif, vous voyez, hein, qui se projetait, et là, il n'y a plus ce problème. Deuxième séquence très très importante en osteoarticulaire, et là vraiment, il y a une spécificité, c'est les séquences 3D, et notamment les séquences 3D FSE. On connaissait les séquences 3D écho de gradient depuis bien longtemps, mais on ne pouvait pas les utiliser en pratique, ce n'était pas du spin-echo, du fast spin-echo. Eh bien, on a maintenant des séquences à disposition, et chez General Electric, c'est les séquences cubes. Ces séquences sont des séquences 3D, donc FSE, en densité de protons, mais vous pouvez les faire également en T2 et en T1. Et elles ont une épaisseur de 0,6 mm, elles permettent de faire finalement des acquisitions qui sont des acquisitions pratiquement pratiquement isotropiques, parfois même isotropiques, qui ont vraiment plusieurs avantages. D'une part, une efficacité qui est équivalente, voire supérieure aux séquences habituelles. Et puis surtout maintenant, du fait de l'isotropisme, une souplesse énorme dans les reconstructions, avec, vous le voyez, un travail qui s'apparente au travail scanner. Alors c'était connu, mais là, c'était vraiment, c'est vrai, ça a été beaucoup démocratisé sur le genou, notamment par Éric Lévesque, qui est là, je crois. Et maintenant, vous l'avez de manière assez courante en T1 sur toutes les articulations. Et vous voyez que vous travaillez finalement maintenant comme en scanner, et on a complètement changé la pratique de ces genoux, par exemple, en utilisant ces séquences. Et ces séquences peuvent également être rendues maintenant en MPR, c'est-à-dire que le clinicien, il lui faut quand même des images, il faut qu'il ait ses 3 plans habituels. Alors vous pouvez tout à fait reconstruire. À une époque, c'était pas beau. On avait une bonne interprétation en 3D, mais on n'avait pas de bon rendu d'image en MPR. Maintenant, c'est complètement différent. Je vous montre des séquences. Vous voyez que c'est tout à fait acceptable, voire même très bon. Vous rendez ça à votre clinicien, il ne voit pas la différence avec des séquences classiques, mais vous la voyez parce que vous travaillez sur la console, comme en arthroscanner, par exemple. Et ça, c'est extrêmement utile. Vous voyez, par exemple, la finesse que vous avez, c'est un continuum. Vous voyez la lésion cartilagineuse, vous voyez une variante de la normale avec un ligament qui se rattachait au ménisque. Ça, c'est des séquences cubes. Vous avez également, regardez ici la qualité sur le cartilage. Vous voyez d'un trait le ligament croisé postérieur, le ligament croisé antérieur avec ses 2 faisceaux, la lésion cartilagineuse. Et tout ça, comme sur un arthroscanner. Je crois que, franchement, pour un genou, quand le genou est traumatique et quand le patient est jeune, il ne faut pas hésiter, vous le calez bien, vous faites d'emblée un sagittal T1 ou un cube T1 et un cube d'épée FATSAT, et vous avez finalement des choses fantastiques. Regardez, ce patient avait une anse de saut, et vous arrivez à découvrir des plans qui sont complètement différents, qu'on n'utilisait presque pas, c'est le plan axial. Regardez l'anse de saut que vous avez ici, vous la suivez parfaitement en axial, vous la dégagez, il n'y a plus de problème diagnostique vraiment sérieux. Là, il y avait un conflit ostéoméniscal, vous voyez le ménisque ici, on ne sait pas si c'est un ménisque, on ne sait pas trop ce que c'est, peut-être du cartilage. Eh bien, grâce à ces séquences 3D, vous allez voir, on arrive à se mettre dans le plan qu'on veut, on cherche en direct, vous voyez, on se fait se mettre en plan coronal, on se dit qu'on va peut-être le voir ici en coronal, on voit l'œdème osseux, on voit que c'est amputé au niveau du ménisque, et puis finalement on oblique un tout petit peu, et on se rend vraiment bien compte que c'est une languette rattachée au ménisque qui venait donc créer ce conflit avec l'os. Là aussi, ces fentes mobiles, fissures méniscales qu'on voyait de manière 2D, en fait, de manière correcte, mais là, on les voit vraiment mobiles. Hein. Vous regardez la fissure méniscale sur le 3D, on le voit millimètre par millimètre, on la voit se déplacer de manière mobile, et on a changé notre manière de faire. Alors, ce cube, il est donc très utilisé pour les genoux. Vraiment, il est d'excellente qualité. Et il est également d'excellente qualité sur le rachis cervical et sur le rachis lombaire. Alors, la seule différence, c'est qu'il n'est pas complètement isotropique pour des raisons de temps, mais en fait, on le fait dans le plan axial, et vous verrez qu'il permet de bouger dans le plan axial en modifiant, je dirais, l'inclinaison de la coupe pour se mettre dans le plan du disque de manière quasi parfaite. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas isotropique qu'on n'arrive pas à modifier les choses, je vais vous le montrer. Donc, vous voyez, on voit parfaitement comme un continuum maintenant les hernies discales qui arrivent à venir comprimer les nerfs, et ceci de manière tout à fait excellente également au niveau du rachis cervical. Et vous voyez, la différence, c'est que ce n'est pas isotropique, c'est pas comme le cube sur le genou, mais vous voyez, vous arrivez à incliner la coupe et à vous mettre dans le plan finalement du foramen ou dans le plan de l'autre foramen, et vous arrivez parfaitement à dégager des foramens qui sont, c'est vrai, pas faciles à voir et souvent très obliques, ce que vous ne pouviez pas faire à l'époque avec le plan axial strict. On utilise également ces cubes dans les grands champs, et en particulier en pathologie thoracique, enfin le plexus, et les pathologies du bassin. Ici, c'était un cas, vous voyez, on a les 3 plans, on fait un cube T1, 3 minutes, et vous avez la myotrophie du trapèze que vous arrivez parfaitement à analyser. Vous pouvez voir dans tous les plans s'il n'y a pas
une autre amyotrophie musculaire. Et ça, c'est vraiment une souplesse d'acquisition formidable pour tout ce qui est évaluation musculaire. Vous voyez qu'on réalise de manière courante un 3D T1 cube. Et ensuite, vous vous débrouillez pour reconstruire, pour donner l'anatomie. C'était là une involution graisseuse du serratus, un autre muscle. C'était un cas donc de compression ou de lésion du nerf long thoracique. Vous voyez, vous passez aussi bien de l'axial au coronal en quelques secondes et ça change complètement votre pratique. Troisième séquence qui vraiment change les choses, c'est les séquences Dixon et les dérivés. Je vais passer rapidement. L'idéal, c'est toujours d'avoir dans une séquence ostéo-articulaire la graisse et la saturation de la graisse. Un T2 simple, un T2 fat-sat, un T1 avant injection sans et avec saturation de la graisse et après injection sans avec saturation de la graisse. Et ça, c'est permis par les séquences donc, de Dixon qui permettent de conserver et de supprimer la graisse. Je passe assez rapidement sur la technique. Vous savez que c'est une technique basée sur une acquisition out of phase qui met en opposition de phase l'eau et la graisse et une séquence in phase qui les met en phase. Ensuite, il suffit d'additionner ces deux séquences. Alors, quand vous additionnez des choses en opposition de phase et en phase, eh bien, vous avez donc eau et graisse opposées et là, il ne vous reste plus que l'eau. 2 fois de l'eau, vous divisez par 2, et voilà, vous avez une séquence qui ne conserve que l'eau et qui vous enlève la graisse. Et là, c'est pareil, vous soustrayez ces séquences en opposition de phase et en phase, eh bien, il vous restera que 2 fois la graisse, vous divisez par 2, c'est vraiment les formules mathématiques qui sont utilisées. Et vous avez donc une séquence out of phase, une séquence in phase, c'est la séquence T2 habituelle avec la graisse. Vous faites votre petite formule et vous avez la séquence avec saturation de la graisse. Et vous faites une soustraction, et là, vous avez uniquement la graisse. Alors, quand on dit uniquement la graisse, ça ressemble à du T1, mais regardez, ce n'est pas du T1, c'est que la graisse. On pourrait exploiter cela comme du T1, mais attention, vous n'avez pas de niveau de gris, puisque vous n'avez pas le liquide. Tout est noir au niveau du canal, il ne faut pas confondre ça avec du T1. Pareil, si vous faites des arthro-IRM ou de l'injection de gadolinium, ces séquences graisse vous suppriment le gadolinium. Vous avez ici une arthro-IRM où le gadolinium en séquence graisse a complètement disparu. Donc, vous vous retrouvez avec finalement 4 séquence pour une acquisition dans le même temps, un tout petit peu plus long, mais à peine, vraiment maintenant, c'est vraiment très très rapide, et vous avez toutes ces informations que vous pouvez analyser. Et puis le deuxième avantage, c'est que la saturation de la graisse est parfaite. Et en ostéo-articulaire, c'est très important. Regardez ici, est-ce que c'est une spondylarthrite? Est-ce qu'il y a d'œdème osseux au niveau des phalanges? Non, c'est un artefact de saturation de la graisse. En Dixon, vous n'avez, sur cet autre cas, aucun artefact de saturation de la graisse. Regardez encore cette cheville, toujours le même problème de saturation de la graisse. C'est le même patient avec une aponévrosite plantaire. Et bien là, vous êtes certain que tout ceci est une saturation parfaite. C'est un Dixon qui était donc tout à fait parfait. Et le plus avantageux, c'est en T1. En T1 avec saturation de la graisse. Parce que là, vous avez vraiment, habituellement sur le rachis, par exemple, des inhomogénéités de champ. Et ce qui fait que si vous faites une saturation sur un pic, bien, le pic de la graisse, il n'est jamais au même endroit. Et vous avez dans des zones d'inhomogénéité des décalages et donc des mauvaises saturations. Là, avec le Dixon, vous vous basez uniquement sur cet écart entre les deux pics. Et donc, que le champ soit distordu ou pas, vous n'en avez rien à faire, la saturation sera toujours parfaite, c'est le même patient. Regardez la différence de qualité de saturation de la graisse grâce au T1 Dixon. Je crois que ça a vraiment changé la pratique courante. Ça a aussi changé la pratique sur les petites articulations, sur les petits matériels métalliques. Quand vous n'avez pas une prothèse, ça ne marche pas avec les prothèses, hein, mais des petits matériels, des petites vis, regardez la qualité de saturation de la graisse et finalement, au final, la réduction de l'artefact que vous avez sur un genou, sur une épaule, ici à gauche, sans, et après Dixon. Et ici, sur un rachis, vous ne voyez rien au milieu du rachis, et avec la séquence Dixon, vous voyez tout. Autre avantage, c'est le fait d'avoir 2 séquences, plusieurs séquences, d'ailleurs 4, mais d'avoir en même temps la saturation de la graisse et le T2. Sémiologiquement, c'est très important en ostéo-articulaire d'avoir un vrai T2. Et bien là, regardez, je vous dis qu'il y a un névrome de Morton sûrement, il est là, mais vous ne le voyez pas, vous avez le T2, vous êtes sûr de le voir, et vous le différenciez de la bursite, contrairement au T1. D'accord ? Donc tout ça, c'est très important. Ici, sur une cheville, mauvaise saturation de la graisse. Donc Dixon, donc c'est l'idéal hein, chez GE, mais c'est une technique Dixon. Hein. Saturation de la graisse parfaite. Et puis vous ne voyez pas toujours bien où sont les ligaments. Vous avez la même séquence avec la graisse. Là, c'est très important. Arthro-IRM, donc très bien, il y a des petits problèmes au niveau du labrum, peu importe. Mais ce que vous ne voyez pas, par exemple, ici, c'était un fat-sat, c'est qu'ici, il y a un tendon du biceps accessoire, enfin un tendon, je veux dire, une variante de la normale. Comme vous avez saturé tout, vous ne voyez rien. Et grâce à la séquence Dixon, là, vous voyez apparaître ce petit tendon supplémentaire qui n'est pas une fissure, hein, qui est en fait un double tendon. Également, tout ça en pathologie ostéo-articulaire, on se demande tous toujours si ça prend le gadolinium vraiment ou si ça ne prend pas le gadolinium. Alors on fait des soustractions, on regarde la séquence, on garde la graisse, on fait des soustractions. Bon, avec le Dixon, c'est terminé. Vous avez dans le même temps, avant injection, la graisse, donc le T1 simple,
le T1 FATSAT avant injection, et puis vous avez la même chose après injection avec la graisse, le T1 habituel et le T1 FATSAT, plus besoin de faire des soustractions et tout ça de manière courante. Donc vous incluez ces séquences après injection de gadolinium dans vos protocoles classiques. Enfin, et je terminerai par ça, j'essaierai d'accélérer les séquences anti-artefacts métalliques qui ont vraiment changé la donne et qui sont vraiment un challenge pour l'avenir. Vous savez que la perte de signal, la distorsion liée à des gros matériels comme les prothèses est une problématique qui devient vraiment quotidienne. Vous voyez ces artefacts autour des prothèses, ça c'était il n'y a pas si longtemps, sur des séquences STIR pourtant un peu optimisées. Et ces distorsions sont source d'échecs considérables. Regardez ce patient, on pourrait tout à fait croire qu'il y a des collections périprothétiques. En fait, il s'agissait de graisse et de distorsion du signal qui créent donc des fausses images. Et ça nous empêchait d'interpréter. Bon, il y a eu plusieurs types de séquences qui ont supprimé finalement un petit peu ou diminué ces artefacts. Il y a des séquences qui sont, on va dire, des modifications clés en main de séquences classiques. Et il y a des séquences vraiment qui sont des nouvelles séquences avancées. Je vous parle du Maverick puisque c'est chez GE. Ça, ce sont des séquences package. Vous voyez que c'était déjà pas mal. Vous avez cette prothèse avec des artefacts ininterprétables, des séquences optimisation du STIR. Vous pouvez le faire d'ailleurs dans vos machines sans acheter forcément le produit. Mais je trouve que c'est nettement moins efficace en termes de suppression de l'artefact que ces séquences Maverick. Ce sont des séquences 3D, donc qui sont assez complexes, assez longues. On reprochera ça d'ailleurs à ces séquences, mais qui suppriment de manière majeure l'artefact. Ici, une prothèse, regardez, j'ai tenté un Dixon, donc un idéal, on n'y voit rien. Et là, regardez, avec une séquence STIR Maverick, vous arrivez à voir apparaître l'épanchement dans l'articulation, vous voyez tout ce qui se passe autour, notamment sur les tendons, ce que vous ne voyez absolument pas sur les autres séquences. Même par rapport au scanner, et je vous dis que dans quelques années, on fera une radio et une IRM, et pas une radio et un scanner pour les prothèses. Regardez ce granulome, vous savez que c'est une réaction à corps étranger au contact de la prothèse. On le voit en scanner, effectivement. Mais regardez comme on le voit bien en IRM, avec ces séquences anti-artefacts. Vous voyez l'œdème osseux, vous avez des informations dans les parties molles que vous n'avez pas avec le scanner. Voilà un granulome qu'on voyait très bien en IRM. Là encore, regardez, on le voit en scanner, ce granulome derrière, il y a une ostéolyse, mais on le voit très bien en IRM également. On voit même ça qu'on ne voyait pas sur le scanner, et surtout ce qu'on voit, c'est ce qui se passe dans les parties molles. Ce granulome était également accompagné d'une réaction dans les parties molles qui était considérable et qu'on ne voyait absolument pas sur le scanner. Donc on voit le granulome, mais en plus on voit ce qu'il y a dans les parties molles. Je crois que c'est un gros avantage. On voit ce qu'il y a au niveau des tendons. Regardez ici ces séquences, même par rapport au scanner. Regardez la prothèse, on la voit finalement même mieux qu'avec des systèmes anti-artefacts scanner. Ces prothèses qui sont donc traitées par Maverick. Et vous avez là une rupture du tendon moyen glutéal. Évidemment, vous ne pouvez pas voir ça en scanner. Donc avantage IRM. Là aussi, collection infectieuse chez ce patient. En scanner, on n'y voit rien. En IRM, on voit tout. Donc l'avenir, c'est l'IRM, à mon avis, sur ces prothèses. Il suffit de changer la manière dont vous interprétez les choses. Avant, là c'est facile, vous savez que c'est de l'os, vous savez que c'est du ciment, vous savez que c'est la prothèse. Là, c'est plus dur pour vous parce que tout est noir. Mais finalement, si vous regardez, vous mettez les mêmes lignes et vous avez les mêmes informations. Ici, vous avez donc l'os, ici, vous avez le ciment, ici, vous avez le métal. Et entre ces structures, il y a du liquide, c'est pathologique. Et donc, ceci est un décèlement septique. Vous voyez en scanner ce décèlement, évidemment, mais vous ne voyez pas ce qui se passe dans les parties molles avec ces collections périprothétiques. Et l'avantage donc de ces séquences Maverick, c'est qu'elles sont 3D. Vous pouvez les fusionner avec les séquences 3D du scanner. Et vous obtenez dans ces cas-là le tout en un, c'est-à-dire que vous avez à la fois l'image classique de décèlement au contact de la prothèse. Là, on est encore un petit peu limité sur le contact réel entre la prothèse et l'os, mais on a en plus, grâce à ces séquences, je vais essayer de le faire passer ici, la fusion avec l'IRM, et vous avez ce qui se passe également dans les parties molles, et vous avez des images vraiment de fusion qui vous donnent toutes les informations sur une complication prothétique. Vous voyez ici, par exemple, une fistule osseuse. Vous voyez à la fois la fistule, mais également l'extension de cette fistule dans les parties molles. Donc en conclusion, beaucoup de nouvelles séquences, mais peu finalement qui changent la pratique. On retient la généralisation des séquences anti-mouvement, propellaires, et l'utilisation également des grands champs en Dixon pour avoir une meilleure saturation de la graisse, donc en idéal, et en STIR, et grâce au propellaire, vous n'avez plus de problème de mouvement. Les séquences 3D dans les localisations comme le genou ou dans le cadre de certains bilans de tumeurs. Il y a aussi les LavaFlex qui sont des 3D très intéressantes aussi à utiliser. Et puis les séquences anti-artefacts métalliques dans les prothèses, vraiment, à mon avis, une révolution de type Maverick. Merci beaucoup. Merci beaucoup Henri pour cette très très belle présentation. On a le temps pour une ou deux questions rapides. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Moi je voulais juste te demander Henri, finalement ces séquences, est-ce que ça te permet de raccourcir tes protocoles, d'améliorer l'information diagnostique ou même les deux?
Alors ça dépend. Pour les séquences cubes, je pense que si ça raccourcit le protocole, assez clairement. Pour les séquences propeller, alors ça les rallonge un tout petit peu, mais il y a tellement de qualité en plus qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Parce que le peu de temps que vous prenez, alors au lieu de 2 minutes 30, vous allez prendre 2 minutes 40 ou 2 minutes 50, mais le fait que vous ne recommencerez jamais la séquence parce qu'elle est toujours gelée, et bien ça, au final, dans la journée, vous gagnez du temps. Et puis le fait de raisonner en 3D, comme tu l'as parfaitement montré, je ne suis pas un Ça change spécialiste tout. articulaire comme toi, mais en imagerie, il y a, voilà, quand on passe du 2D au 3D, ça change considérablement la façon de travailler. Complètement. Très bien. Merci beaucoup, Merci. Henri.